C'est l'heure du sport sur IDFM 98 FM. Place à l'initiative sport. Chaval est KO. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois ça, c'est pas vrai. Petit Pi, allez un petit dunk. Ah, quelle action du Stade Français, c'est magnifique. C'est parti. Le drop de Wisniewski va-t-il passer entre les poteaux? C'est manqué. Je pense que je peux faire un bon travail pour aider le PSG à devenir un grand club en Europe. Bonjour à tous, bienvenue pour Initiative Sport. Comme chaque semaine, l'unique rendez-vous sport sur les antennes d'IDFM 98 FM. Et pour commencer cette demi-heure ensemble, seront à mes côtés Eddy Amari. Salut Eddy. Salut Manu, bonjour à tous. Linden Lutello. Et justement, de quoi allons-nous parler dans le débat d'aujourd'hui, Linden? Salut Manu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement qui va commencer dès ce soir, l'Euro 2012. Les programmes, les favoris, les surprises. Grâce à Initiative Sport, vous ne serez pas perdus. Mais ensuite, on va parler de la quinzaine parisienne qui va se passer, le tennis, Roland Garros, le bilan, Gasquet, Tsonga, le débat. Et justement, transition parfaite, notre Greg Drouillat national qui, messieurs, contrairement à moi, a décidé de sécher l'émission tout simplement pour rester un petit peu plus longtemps à Roland Garros. Bah, bravo. Il sera donc avec nous aujourd'hui par téléphone pour nous distiller les news du sport en Ile-de-France. Bonjour Greg. Est-ce que tu nous entends? Les gars, salut à tous. Ça va? Salut Greg. En direct du siège de la FFT, messieurs. Ça va? Ça se rince? Ouais, ça va. Le mec nous abandonne. Mais je vois que ça se marre bien dans le studio. Je suis pas là, je vois que ça se marre très bien. Comme toujours Greg. Comme d'hab. Reste bien le show parce que là tu captes bien la FFT et j'imagine que tu te mets bien. On va pas plus On est épiloguer. tranquille, on a une petite bouteille de Vitel comme à la maison, quoi. C'est parfait. Reste avec nous parce qu'en plus, en troisième partie, en fin d'émission, on parlera d'un livre et il s'agira d'aborder la question des transferts avec humour et dérision à 24 heures de l'ouverture du Mercato. Bastien Drut nous présentera les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus aux éditions de Bec. Restez avec nous parce que ça sera de l'humour et de l'information. De Bec, quelle prononciation? De Bec, De toujours. Book, De non Book, peut-être. C'est toi le belge de service. Allez, il est 13h passé de quelques minutes. N'oubliez pas de réagir tout au long de l'émission en nous envoyant vos coups de gueule et vos coups de cœur sur idfm98.fr et sur les réseaux sociaux, sur nos profils et initiatives, parce que c'est l'heure tout de suite d'Initiative Sport. Les rendez-vous sportifs du week-end dans votre région, c'est tout de suite, tout de suite, dans Initiative Sport sur IDFM 98 FM. 23e émission déjà, vous connaissez la formule Initiative Sport et en entrée on retrouve le journal du sport en Ile-de-France de Greg Drouillat. Ça va Greg, pas trop de coups de soleil aujourd'hui à Roland? Non, plutôt tranquille, ça va. On attend les demi-finales, messieurs, mais ça va. Pour le moment, tout se passe bien. Alors on démarre aujourd'hui avec du football parce que On va commencer avec du foot, bien sûr, comme d'hab, avec les news du PSG. Et je pense que les Qataris vont être contents parce que on a appris déjà qu'il y avait déjà 15 000 abonnés pour la saison prochaine. Wow. On rappelle déjà l'année dernière il y avait au total 16 000, donc là il y a 15 000 alors qu'on a encore on a plus de 2 mois du début de la saison, donc je pense que les Qataris vont être satisfaits. Et les prix ont augmenté sûr... en plus. Ouais, les prix ont augmenté en plus. Ouais. On va bien sûr évoquer les transferts. Bon, comme d'hab, chaque semaine on en a entendu plein. On a eu la rumeur Ibrahimovic. Ibrahimovic a démenti, a dit qu'il restait à Milan. Mais il y a eu des vrais contacts entre les dirigeants du Milan AC et les dirigeants parisiens, hein. Les dirigeants du Milan AC et Allegri qui aimeraient vraiment vendre le joueur pour 40 millions d'euros, un joueur de 31 ans. Oui, il y a eu des contacts effectivement, et la Gazzetta en fait disait que ces contacts étaient faux. Ce serait plus pour avoir Pato en fait. Donc apparemment Paris n'aurait pas oublié Pato. D'accord. Voilà. Sinon, toujours en Italie, on a un petit jeune Marco Verratti qui joue à Pescara. Apparemment, c'est le nouveau Andrea Pirlo. Paris serait dessus. Et puis en défense centrale, on sait que Paris recherche un défenseur. On a entendu le nom d'Andrea Ranocchia, le joueur de l'Inter Milan, et Thiago Silva. Et puis un petit mot de CFA2 parce que malheureusement, Sanois Saint-Gratien ne montera pas en CFA. Malgré la victoire 3-2 sur le terrain de Calais, le match nul de Chambly à Grande-Sainte empêche les Valdoisiens d'accéder à l'échelon supérieur. On passe au rugby, Greg, c'est le retour d'un grand classique du championnat de France en finale du top 14. Finale du top 14 demain soir à 18h entre le Stade Toulousain, 18 fois champion de France, et le RC Toulon, 3 fois lauréat du bouclier de Brennus, mais dont le dernier titre remonte à 92. Et puis on dispute actuellement le mondial des moins de 20 ans en Afrique du Sud, et mauvais départ pour les petits bleuets qui se sont inclinés lors du premier match contre l'Argentine 18-15. Prochain match cet après-midi à 16h45 contre l'Écosse.
Allez, un petit mot de basket parce que je crois qu'il y a eu les demi-finales retour des playoffs de Pro A cette semaine. On a eu les demi-finales de Pro A, donc comme je disais, les demi-finales retour, et on aura les matchs d'appui ce soir parce que pour le moment il y a un partout dans les deux séries. Donc ce soir, Chalon-sur-Saône accueille Orléans et demain Le Mans reçoit Cholet. Et puis quand même un petit mot de NBA puisqu'on n'en a pas trop parlé cette année. Et malheureusement, les Spurs de Tony Parker et de Boris Dio se sont fait éliminer en finale de conférence Ouest 4-2 par le Thunder d'Oklahoma City. Donc le Thunder, c'est l'équipe de Kevin Durant et Russell Westbrook. C'est une petite surprise ça quand même. C'est une surprise parce que les Spurs menaient 2-0 et donc le Thunder a gagné 4 victoires consécutives. Mais bon, on sait quand même Kevin Durant et Russell Westbrook, c'est quand même l'avenir de la NBA. Donc s'ils gagnent cette année, je pense que ça peut être une petite dynastie. 3-4 trophées à la suite. Magnifique. Allez, un petit mot de hand. On sait que ça a beaucoup bougé, on en parlait la semaine dernière. Les Qataris ont racheté le Paris Hand. Et justement, est-ce que tu as quelques infos là, toi qui es monsieur transfert? C'est pareil, ils ont racheté le Paris Hand et c'est pareil, grand chamboulement au Paris Hand puisque on l'a appris, l'entraîneur François Berthier ne sera pas conservé. Il devrait être remplacé par la boule, Philippe Gardan, l'ancien entraîneur de Chambéry qui est en bisbille avec ses dirigeants. Et puis quand même, pareil, comme le foot au niveau transfert, on a Lucas Ballot qui devrait arriver normalement rapidement. En tout cas, il a exprimé le souhait de revenir à Paris parce qu'il a évolué à Ivry. Donc lui, il veut vraiment venir. Après, il faut que les deux clubs s'entendent. Mais bon, je pense que les Qataris maintenant sont prêts à lâcher le chèque. Et puis, on sait déjà, il y a Mladen Bojinovic, le demi-centre de Montpellier, l'éternel demi-centre serbe de Montpellier, qui a signé, et les Islandais Gunnarsson et Almgrimsson. Et Greg, dis-moi, le volleyball, c'est pour quand alors? Le PSG Le volleyball. Exact. Ah, qui vont acheter le volleyball? J'espère. J'ai pas envie de me prononcer, mais je pense que ça peut arriver. Exactement, ça peut arriver bientôt. Bon, parfait. Allez, dans le reste de l'actualité, qu'est-ce que tu vas nous proposer, Greg? Justement, on sait que comme la semaine, quand même, on est à Roland Garros. Je suis à Roland Garros, donc on va quand même parler de tennis. C'est la mode en ce moment. Grosse félicitations à l'équipe de France handisport, qui est devenue championne du monde la semaine dernière à Séoul. Une équipe emmenée par Stéphane Houdet qui s'est qualifié hier pour la finale de Roland Garros et qui, grâce à cette victoire, redevient numéro 1 mondial. En cyclisme, on dispute actuellement le Critérium du Dauphiné et l'anglais Bradley Wiggins a écrasé la concurrence hier dans la 5e étape, un contre-la-montre entre Villiers-Morgon et Bourg-en-Bresse. Au classement général, le coureur de Team Sky est également leader. Le premier français, Sylvain Chavanel, est 4e. Et puis en F1, Manu, je sais que ça te plaît. Alors là, je pense que ça va pas trop te plaire parce que pas vraiment. du Grand Prix de France qui devait se tenir sur le circuit Paul Ricard au Castellet en 2013, puisque la nouvelle ministre des Sports, Valérie Fournéron, s'est montrée très dubitative vis-à-vis du financement du projet. Donc on sait pas comment ça va se passer. On le rappelle, l'ancien gouvernement, donc UMP, avait soutenu le projet, et là le nouveau gouvernement PS est plutôt dubitatif vis-à-vis du projet et du financement de ce projet. Eh bien, en tout cas, on suivra l'avancée de ce projet et on vous tiendra informés, chers auditeurs, bien de l'avancement de ce dossier, comme toujours, comme pour les news aussi, d'Île-de-France. Nouveau décompte, J-49, messieurs, avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Ça approche. On vient de descendre en dessous de la barre des 50 jours. Ça se rapproche, ça se précise donc. En attendant, place au journal des JO. Allez Usain, allez mon vieux, Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Allez Christophe, allez David, allez Martial, avec un super départ. Et Maud Sullivan, Alain Bernard, et champion champion. Il l'a fait. Aujourd'hui, là, c'est ce que tu valais, Et puis maintenant, Ouais, il l'est. Il y a peut-être une dernière action de Grand Putain, on est au show, on arrive quand même à se faire carnat, ça me dégoûte la boxe. Toujours ce bon petit jingle des JO. Greg, quelles sont les infos un petit peu justement dans le journal des JO? On va commencer quand même avec un symbole, la flamme olympique à Dublin. Donc une petite réconciliation entre le Royaume-Uni et l'Irlande. On sait qu'il y a gros bisbis entre les deux pays et là la flamme est arrivée à Dublin, donc c'était un petit symbole. En volley, c'est le tournoi de qualification ce week-end en Bulgarie pour l'équipe de France qui affrontera donc l'équipe locale, le Pakistan et l'Égypte. Le premier de ce tournoi sera seul qualifié pour les JO. Et puis on a créé quand même une mauvaise surprise, le forfait probable de Teddy Tango, toujours blessé à la cheville.
c'était probablement l'une des seules chances de médaille d'or, en tout cas, pour l'équipe de France. Et Teddy Tango est toujours blessé à la cheville. Il est forfait à 90%. Et puis comme on devait finir avec du tennis parce qu'on est à Roland-Garros, je suis à Roland-Garros, je le redis. On l'a appris hier, Novak Djokovic qui est qualifié, qui va jouer dans un instant contre Federer, sera le porte-drapeau de la Serbie. Voilà, il était super heureux. On l'a vu, il était comme un petit enfant qui vient d'avoir son premier cadeau. Totalement satisfait. Écoute, c'est parfait. Tu restes avec nous pour le débat quand même ou pas? Parce bien sûr, bien évidemment. T'as pas un double à jouer avec Henri Lecomte, parce que j'ai vu quelques photos qui traînaient sur Twitter. Là. Ouais. Non, faut que je contrôle les deux oiseaux là. Ah, depuis que t'as des nouveaux amis genre Henri Lecomte, c'est pour ça que tu viens plus nous voir à la radio. C'est pour ça qu'aujourd'hui t'es pas venu, c'est ça? Ouais, mais j'ai envie de vous contrôler quand même par téléphone. Oh magnifique. Linden, t'avais un mot à dire. Oui, j'avais un petit mot. Parler de sport local. Je voulais faire une petite pensée pour le FC Caen justement qui s'est maintenu en excellence après quand même une saison très difficile. Donc je pensais justement à Jérôme Ferrandi et Jérôme Avril qui voulaient un petit mot. Voilà, une petite pensée pour vous. C'est important. En foot. Oui, c'était en foot, ouais. Tu l'as pas dit. Non, c'était en patinage artistique. Allez, messieurs, on passe tout de suite à la deuxième partie parce qu'on commence un peu à se perdre. Tout de suite, DJ Level, jingle. Et c'est l'heure du débat. Vous écoutez Initiative Sport sur IDFM 98 FM. À ma gauche, Linden Lutello, à ma droite, Eddy Amari. Le principe est simple et vous le connaissez. 12 minutes de joute verbale, 3 sujets. Notre très cher réalisateur Level derrière le buffet pour distribuer les biscottes. Et justement, à ce propos, il a des nouveaux sifflets. Donc messieurs, aujourd'hui, on se tient à carreau. Vous l'entendez, il est là le sifflet. Il l'a pas oublié. Il a fait les courses toute la semaine. Il vous attend, messieurs. Toute la semaine, il attend, il ronge son frein et il chauffe ses sifflets. Ce week-end, vous le savez, c'est le grand début de l'Euro. Et allez, pour se mettre dans le bain et faire monter la pression, on vous a préparé un petit teaser. This is it, Euro 2012. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous. Splendida l'atmosfera in questo stadio. El partido de hoy tiene todos los ingredientes. Alle unter Volldampf, alle voll motiviert. La saison est terminée. Oubliez les batailles et l'amertume. Désormais, votre adversaire est votre coéquipier habituel. Votre ennemi juré devient votre compatriote. Les adversaires s'unissent pour combattre un ennemi commun. Le buteur que vous redoutiez est désormais celui en quel vous croyez. Vos espoirs sont maintenant ceux de toute une nation. Car durant un mois de ferveur populaire, nous serons plus forts ensemble. Une passion, un pays, tous pour un. Messieurs, les choses sérieuses commencent dans quelques heures maintenant. C'était chez moi, mais non, c'est juste la voix du bonhomme, mais quand même, il y a des choses belles qui sont dites là-dedans. Je sais pas, t'aimes bien en même temps le jingle de l'Euro, des Jeux Olympiques. Un morceau de synthé, c'est. Ce soir à 18h. Ouais, ce soir à 18h, les choses sérieuses commencent. Dans quelques heures, Linden, dans quelques heures, sois patient. L'Euro 2012 en Ukraine et en Pologne et le match d'ouverture dans quelques heures. Je vous le disais, Pologne, Grèce. Messieurs, j'aimerais qu'on se recentre pour commencer sur l'équipe de France qui démarre la compétition lundi à 18h contre l'Angleterre. On peut dire que depuis 6 ans, cette finale malheureuse contre l'Italie, je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais le public français mange son pain noir. Contrairement à 2008, contrairement au Mondial 2012, la France peut-elle passer la phase des poules et nous faire un petit peu vibrer cet été? Comme tu l'as dit, l'équipe de France n'a plus gagné un match en compétition officielle depuis même la demi-finale face au Portugal en 2006, parce que oui, on a perdu le match, mais match nul. Donc depuis cette demi-finale, on a eu le droit à 3 matchs amicaux encourageants, avec un fond de jeu, avec des interrogations qui sont toujours les mêmes. Bon, en même temps, ça a été l'attaque. Aujourd'hui, c'est la défense. Mais Laurent Blanc, qui a longtemps vacillé entre plusieurs schémas tactiques, là, a trouvé sa formule magique, un 4-3-3, avec les clés du jeu données à Cabaye, avec un Ribéry sur la gauche qui demandait depuis longtemps de jouer à gauche, avec un Benzema seul dans l'axe et avec un Nasri qui sait trouver sa place à droite. Donc des matchs encourageants. Après, est-ce que l'équipe de France va réussir à faire un bel Euro, à savoir quels sont d'abord les objectifs? Si l'équipe de France y va pour gagner ou l'équipe de France y va pour faire un quart ou une demi,
Mais le premier match face à l'Angleterre va être primordial dans l'approche de l'Euro, parce que même si là on a eu des matchs amicaux très séduisants, n'oublions pas les adversaires qu'on a rencontrés, qui étaient des adversaires de bas niveau, il faut le dire. L'Angleterre en début d'Euro pour premier plat, ça va pas être évident. Il aurait fallu mieux peut-être tomber sur l'Ukraine, même si l'Ukraine ça aurait été le pays hôte. Mais à voir. Et puis aussi il faut savoir que l'équipe de France, malheureusement, si elle réussit à passer ce premier tour, elle tombera sur la poule de la mort, à savoir soit l'Espagne, soit l'Italie, soit l'Irlande, ce qui serait un beau signe quand même face après le France-Irlande qu'on a connu. C'est la poule de la mort, ça. C'est celle-ci, oui, la poule de la mort pour moi. Donc ça revient. Donc l'équipe de France. Toi tu vois plus celle de l'Allemagne. Exactement. Mais enfin on y reviendra. On va en parler des poules tout à l'heure. Hein. Restez bien concentrés sur l'équipe de France. Exactement. L'équipe de France, déjà moi quand je regardais la liste des 23, finalement je me dis que c'est une bonne liste des 23 assez équilibrée, où on peut avoir des espérances offensives. C'est-à-dire qu'au niveau du jeu, je pense que ça serait bizarre qu'on finisse à 0 but comme en 2002. Après, maintenant, je me dis qu'on est quand même dans une poule piège entre le pays organisateur qui, on sait à chaque fois, moi depuis j'ai le syndrome Corée du Sud, où à chaque fois je vois un pays organisateur, il frappe tout le monde. On a cette Angleterre que tout le monde... Le syndrome 98, tu veux dire? Non, aussi, c'est le plus grand exemple. Ouais, mais enfin, j'ai vu la Belgique en 2000, ça a rien donné. Enfin, non, mais plus sérieusement, c'est quand même une poule assez piège pour moi. Par exemple, cette Angleterre qui a de plus en plus de blessés, qui a Rooney qui commencera pas le match. Je regarde cette liste de 23 quand même, il y a une très belle génération peut-être qui est pas à mûr et qui reviendra peut-être dans 4 ans et qui sera très puissante. Enfin, en même temps, on disait la génération de Beckham, c'était pareil, ils n'ont jamais rien gagné. Mais c'est une équipe qui me rappelle un peu ce Danemark en 92, c'est-à-dire qu'ils sont eux qui sont arrivés, bon c'est pas le même contexte, qu'ils sont arrivés de vacances, la Yougoslavie ne pouvait pas jouer, on se rappelle, et ils n'avaient rien à perdre, et justement ils ont gagné cet Euro. Et cette Angleterre là justement qui est assez décimée, mais qui a quand même des joueurs de talent, et je vois quand même on arrive encore à faire une défense. Glenn Johnson, Ashley Cole, Terry, Lescott, alors qu'il y a énormément de blessés, je me dis que cette Angleterre sera pour la France très difficile à battre. Et puis la Suède, pourquoi je mets un point sur la Suède, je me dis c'est peut-être la seule équipe que l'équipe de France ne pourra pas battre, parce que le point fort de la Suède c'est l'attaque et c'est un point très fort, et le point faible de la France c'est la défense et c'est un point très faible pour moi. Et justement, tu me permets de rebondir là-dessus, puisque vous l'avez évoqué tous les deux, cette notion de on a des certitudes en attaque, on en a beaucoup moins en défense. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois que la France a remporté une compétition internationale, ça s'est construit sur une assise défensive très importante. Est-ce que il n'y a pas de quoi être inquiet, justement, le fait qu'on ait une défense un peu compliquée. Comme on le répète à l'antenne depuis quelques semaines maintenant, ça n'a pas été une grande surprise de voir Mexès à ce niveau-là ou Rami à ce niveau-là. Mexès, on l'a bien vu en quart de finale, c'était en quart ou en huitième de finale face au Barça, où il a vraiment pris l'eau, où il a vraiment explosé. Pour preuve, la fin de saison à Milan, il ne la jouait même pas, il était même pas sur la feuille de match. Rami, c'est pareil, il a fait une fin de saison catastrophique, que ce soit en Coupe d'Europe ou que ce soit en championnat, il a vraiment pris l'eau. Donc cette association Rami Mexès, en plus de ne pas être une très bonne association au niveau physique, parce que ce sont deux joueurs très lents et avec une relance assez moyenne, en plus d'apporter des doutes au niveau de ce point-là tactique, ils apportent des doutes physiquement, à savoir s'ils vont craquer ou non. Mais la troisième solution serait insérer peut-être Koscielny, mais c'est pareil, il restera toujours Rami Mexès. On n'a pas une super bonne génération, on n'a pas une génération de grands joueurs avec un grand leader. On a au jour d'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir de ce qu'on a vu ces 3 derniers matchs amicaux, avoir un petit fond collectif, avoir des idées, ce qui est déjà pas mal, avoir un schéma tactique. Et après voilà, on pêche sur certains points. Des joueurs qui individuellement peuvent faire la différence, et ça va peut-être aider lors des matchs séries, parce qu'on a quand même une équipe où on a Ben Arfa, Duménez, on a quand même Benzema qui est un joueur quand même pour moi qui est au-dessus du lot et qui pourra faire du mal à la défense anglaise et à la défense ukrainienne sans problème, voire à la défense suédoise. Donc aujourd'hui, vraiment, l'apport de la France, c'est le côté offensif. Et on le sait que j'espère que ce côté offensif, plus la récupération, et finalement, je suis content qu'il fasse jouer à Loudiara. Finalement, j'étais un peu perplexe, mais je me dis que finalement, ces 3-6 ici s'entendent bien avec un Magda qui revient quand même impressionnamment en forme. Je me dis que ça pourra compenser les carences défensives et peut-être pour sortir de cette poule. Surtout, il faut vraiment appuyer sur le premier match face à l'Angleterre. S'il y a vraiment le match primordial pour l'équipe de France pour préparer son Euro. Si la défense prend l'eau face à l'Angleterre, ça va être vraiment très dur psychologiquement de retrouver certains joueurs. Après, on a de la chance d'affronter les Anglais, qui les Anglais aussi ne sont pas au mieux, comme tu soulignais Linden tout à l'heure, même si toi tu penses que c'est un favori pour l'Euro. Les Anglais sont en plein doute également aussi, avec beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs absents. Aussi en Angleterre, il y a une grosse polémique sur John Terry et Ferdinand, à savoir si Ferdinand n'a pas été exclu par rapport à sa couleur de peau, par rapport à ce qui s'est passé dans le clash entre le frère de Rio de Ferdinand et John Terry. On sait tout ce qui s'est passé malheureusement. Donc c'est une équipe aussi qui est en plein doute, et vaut mieux les rencontrer comme ça d'entrée d'Euro
qu'en deuxième ou troisième exactement. rencontre, quand ils auront pris un petit peu confiance. Il y a quand même beaucoup de jeunes, c'est en 90 et après, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est une équipe de jeunes qui ont, enfin, après, bon, moi je disais, l'adversaire le plus compliqué sera quand même la Suède, juste pour cet atout, justement, qui a devant, qui est Parce qu'imaginez l'équipe de France qui prend l'eau face à l'Angleterre, après jouer face à l'Ukraine à domicile, même si les Ukrainiens, on ne sait pas vraiment s'ils vont répondre présent face à toute cette pression qu'ils attendent ou non, mais ça va être très dur de retrouver les mecs. Ça va être vraiment très dur. Alors, qu'est-ce que je Je suis pas. Il me fait des grands signes. Si, je suis, parce que je voulais relancer très rapidement. En un mot, messieurs, pour vous, les surprises du premier tour, qu'est-ce que ça va être? Ceux qui ne passeront pas et ceux qui passeront. Bah, les surprises, moi j'attends Vous qui avez vraiment. étudié bien les groupes en profondeur. J'aime pas trop ces paris-là. Mais j'attends vraiment la première semaine de l'Euro pour voir un petit peu jauger les équipes, jauger les collectifs, voir comment les joueurs s'entendent ou non sur le terrain ou pas, pour vraiment donner un avis. Parce que avoir une surprise au jour d'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on peut avoir réalisé des bons matchs amicaux ou des belles qualifications, à savoir que les qualifications quand même ça remonte à plus de 6 mois. Donc donner au jour d'aujourd'hui une surprise, je ne sais pas. Les Russes ont fait une belle phase de qualification, les Russes se sont imposés face à l'Italie 3-0 il y a encore une semaine. Bah, à savoir s'ils vont répondre présent à l'Euro ou non, parce que dans tous ces matchs amicaux, les 11 joueurs qu'on rencontre généralement ne sont pas en vacances, mais ils donnent pas tout pour éviter de se blesser. Ouais, moi je vois quand même, je veux dire, les Pays-Bas et l'Allemagne qui arrivent avec des équipes très solides. Les Pays-Bas qui a une sélection quand même qui ressemble beaucoup à la sélection qui a fait la finale de la Coupe du Monde. Après, je vois bien une petite surprise. Moi, c'est de la poule C. Je vois peut-être l'Irlande sortir et peut-être je le vois même sortir devant l'Espagne dans ce premier tour. Je vois l'Espagne faire un premier tour un peu comme c'était à la Coupe du Monde, ils perdent contre la Suisse, c'est ça? Oui, la Coupe du Monde dernière. Je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que une sélection au contexte encore Fernando Torres qui a été pris à la place de Soldado, etc. Je vois peut-être l'Irlande passer. Après, c'est vraiment le groupe de la France qui me laisse le plus indécis, donc je pourrais pas me prononcer. Et même sur le premier groupe, c'est une poule serrée, même si je vois que la Pologne, avec ses joueurs justement évoluant en Ligue 1, pourrait, oui, parce avec que Obraniak, bien sûr. Obraniak qui est, Perkis, justement, ça pourra leur apporter un vrai plus. Mais là, on a de la chance. Enfin, on a de la chance. C'est l'une des premières fois où on a un Euro aussi ouvert. Quand on regarde les Portugais qui ont énormément de mal à se qualifier pour cet Euro, qui ont une préparation très moyenne avec des résultats pas terribles. Je les vois pas passer. On a les Allemands aussi qui ont fait une préparation moyenne, même si Joachim Löw a changé son schéma tactique. Exactement. Avec beaucoup de joueurs, que ça a été vraiment une équipe B très mixée. Oui, voilà, on a vu que même pour la France, c'était une équipe bis voire C, alors qu'on voit que des joueurs comme Kroos, des joueurs comme Podolski, enfin Gomez. Non, mais c'est vraiment un Euro très ouvert, avec aussi l'Italie qui est en plein problème de paris truqués. Donc comme chaque année. Tous les 4 ans. Justement, tu parles de l'Italie. Moi, l'Italie, je les vois pas trop. C'est-à-dire qu'on peut parler des joueurs comme Maggio qui joue à Naples, Chiellini qui est quand même un grand joueur d'expérience, etc. Mais ça a moins de saveur quand même qu'une époque on avait quand même le choix entre des Maldini, des Nesta, non, je suis pas d'accord avec des toi, Cannavaro, des gens. Toi qui connais bien le foot italien, bien sûr, parce que là tu es l'italien de service. Mais je dirais que quand même avant l'Italie, la solidité c'était quand même cette défense de roublard, c'est-à-dire cette défense de Cannavaro qui faisait 1m60 mais qui bouffait tout le monde. Et moi là je le vois pas, je vois Chiellini très puissant, mais après je vois une équipe des bons défenseurs de Serie A, mais pas ces défenseurs assez roublards pour justement défier les grands attaquants qui vont des Pays-Bas ou de l'Allemagne. Moi j'attends beaucoup de l'Italie parce que déjà quand on dit joueur peu de qualité ou non, l'Italie a de la chance d'avoir un milieu de terrain composé de joueurs comme De Rossi, Thiago Motta, Pirlo, Marquinhos. Parce qu'il est du PSG, c'est pour ça. Nocerino, non, ce sont vraiment de très beaux joueurs de foot. Après à savoir si l'association De Rossi-Pirlo va marcher ou non, parce que on a un Pirlo maintenant, comme on a pu le voir cette année à la Juventus, qui joue vraiment très bas, très reculé. Donc à savoir s'ils vont réussir ou s'ils vont peut-être se marcher sur les pieds entre De Rossi et Pirlo. Mais bon, moi je crois beaucoup en Italie parce qu'il y a un vrai circuit de jeu. Il y a 7 joueurs de la Juve et voilà, vous m'arrêtez pas. Non, il y a 7 joueurs de la Juve. Les circuits de jeu peuvent être conservés. Une Juventus qui a terminé son championnat invincible. Donc si l'Italie arrive à reproduire ce jeu, l'Italie peut aller très loin. Et Diamari à bout de souffle. On a perdu Greg Drouillat d'ailleurs au passage et on le salue très chaleureusement. Greg est parti faire une petite partie de tennis avec Riton. On le laisse tranquille et il reviendra la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, chers auditeurs. Merci pour ce débat. On n'a pas eu le temps de faire du Roland Garros, donc on le fera la semaine prochaine parce que on a quelqu'un avec nous en ligne. Mais tout de suite, j'attends le petit jingle. Troisième partie, s'il vous plaît. DJ Level. Investigation, reportage, entretien, tout de suite. Place à la dernière partie d'Initiative Sport sur IDFM 98 FM. On a un petit peu de retard aujourd'hui, mais on ne pouvait pas ne pas inviter ce garçon, Bastien Drut, je sais pas si je le prononce bien,
qui a traduit le livre de Simon Cooper et Stéphane Szymanski. J'espère que je n'ai pas non plus écorché leur nom. Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus. Et justement, ça tombe bien. Pourquoi ? Parce que le mercato, messieurs, débute dans 24 heures, je crois. C'est bien ça ? Le 13 juin le ou non, c'est le 9. C'est le 13. Ah, le 13, écoute. C'est le 13 juin. Ça commence. Il s'agit de l'association d'un économiste du sport et puis d'un journaliste, donc Simon Cooper et Stéphane Szymanski, qui ont abordé plusieurs thèmes de l'économie du football, mais de façon décalée, complètement décalée. C'est un livre qui est quand même assez drôle, qui aborde des sujets très différents et donc complètement décalés. Donc, par exemple, on a les erreurs typiques que font les clubs sur le marché des transferts. On a pourquoi les clubs ne font jamais faillite alors que ils ont une dette extraordinaire. Ça traite aussi des intérêts des entraîneurs. Est-ce que les entraîneurs servent vraiment à quelque chose dans le foot ? Ça parle de la façon de tirer les pénaltys, par exemple. Est-ce qu'il faut tirer à gauche ou à droite du gardien quand on est gaucher, par exemple ? Et il y a tout un tas de sujets de ce genre-là, quoi. Donc c'est vraiment très drôle. Et ça a toujours un fond, on va dire, universitaire, parce que c'est quand même fondé sur... ça prend comme base des études universitaires, donc il y a quand même un fond de sérieux, de concret, et qui sert de façon plutôt drôle, quoi. Alors justement, vous êtes diplômé de l'école centrale de Lyon, vous êtes également diplômé de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. Vous êtes un passionné de foot. Alors est-ce que le foot, c'est l'assemblage de différentes statistiques ou il y a quand même encore une notion de hasard ? Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même une très forte corrélation entre la masse salariale des équipes et puis le classement en championnat. C'est ce que Stéphane Szymanski et Simon Cooper montrent dans leur livre notamment. Donc, vous avez les équipes qui ont les budgets les plus importants, qui sont à même de payer les salaires les plus importants, donc aux meilleurs joueurs. Et donc, on retrouve bien cette corrélation très forte entre les résultats sportifs et puis donc l'argent, en fait, avec les budgets et donc les masses salariales. Mais bon, le football, c'est pas non plus que de l'argent, parce qu'il y a plein de choses qui font que, il y a plein d'éléments qui font que le facteur argent ne joue pas. Il y a les blessures, il y a la forme, la meilleure forme des joueurs. Est-ce que les joueurs ont des problèmes personnels? Est-ce que les joueurs s'entendent bien sur le terrain? Donc, il y a quand même énormément de choses qui ne sont pas relatives à l'économie, qui jouent leur rôle. Et mais l'argent joue quand même un rôle très important dans les résultats des équipes. Ça, c'est indéniable. Alors vos travaux, si on pouvait tirer une conclusion de vos travaux et on pourrait donner un conseil à nos clubs français, comment doivent-ils choisir l'attaquant parfait, c'est-à-dire l'attaquant le plus rentable, celui que l'on paye pas très cher et qui nous fait marquer beaucoup de buts? Alors déjà, il y a une erreur très classique sur le marché des transferts qu'on pourra retrouver dans le livre, qu'on retrouve dans le livre, c'est qu'il faudra pas acheter les joueurs qui marcheront le mieux à l'Euro 2012, les stars de l'Euro 2012. Ça sera des très mauvaises idées de recrutement pour les clubs parce que ça aura fait monter leur cote sur le marché des transferts, donc ils vont coûter beaucoup plus cher. S'ils ont bien marché, ça veut dire que leur équipe a bien marché, ça veut dire qu'ils ont joué beaucoup et donc ils sont plus fatigués que les autres, et surtout qu'ils peuvent avoir aussi un peu perdu en motivation, parce que si on vient de gagner l'Euro 2012, on peut se dire qu'est-ce qu'il me reste à gagner. Donc déjà je peux vous dire que les mauvaises idées de recrutement, ça sera de recruter les meilleurs buteurs de l'Euro 2012 par exemple. On avait eu Milan Barros dans ce cas-là qui avait brillé avec la République tchèque, avec POC, et après ça a été vraiment le tube de l'été. Oui, il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a des exemples dans le livre. Il y a des exemples de joueurs qui ont marqué un ou deux buts formidables pendant un Euro, pendant une Coupe du Monde, et qui ensuite n'ont plus jamais marqué. Il y a plusieurs exemples. On pourra en retrouver pas mal dans le livre, par exemple. Bonjour, j'avais une question, Linden Lutello. Je voulais savoir, que pensez-vous de l'exemple justement de Shinji Kagawa qui a été acheté pas cher par Dortmund et qui a été revendu vraiment pour une vraie plus-value à Manchester? Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est la stratégie de Manchester United. Il y a à Manchester United une stratégie de développement international de tout ce qui concerne le sponsoring et puis donc essayer de capter de nouveaux marchés pour pouvoir vendre des maillots donc en Asie. Donc il y avait un joueur coréen, il y avait Park. Maintenant il s'attaque à un joueur japonais. Donc il y a vraiment une stratégie d'expansion commerciale de la part de Manchester United, et c'est aussi une stratégie plus globale de la Première Ligue qui
qui peut vendre les droits télé beaucoup plus cher à l'étranger. Donc là, c'est vraiment d'un point de vue commercial, c'est pas du tout surprenant en fait de la part de Manchester United. Bastien Drut, avant de se quitter, désolé, ça a été court, mais parce qu'on a malheureusement très peu d'émissions, enfin un temps très limité d'émissions, et surtout, j'en perds mes mots, ça y est, c'est perdu. Et puis surtout, malheureusement, on a pris un petit peu de retard aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre et où est-ce qu'on peut retrouver donc votre travail? Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus. Alors, ça sort en librairie le 15 juin, donc la semaine prochaine. Et sinon, ça, on peut déjà l'acheter sur les sites de vente en ligne, comme Amazon, la Fnac, etc. C'est déjà en ligne. Et si vous pouviez nous donner, allez, un petit peu plus envie de l'acheter, même si on a déjà très envie de l'acheter, qu'est-ce que vous nous diriez? Il y a un chapitre très intéressant sur le suicide qui baisse, le taux de suicide qui baisse beaucoup pendant les Coupes du Monde et puis les championnats d'Europe. Le taux de fécondation aussi qui augmente, je crois. Comment? Le taux de fécondation aussi qui augmente, le taux de natalité aussi, oui. Quelques mois après. C'est tout simplement parce que ça crée du lien social. Les gens ne font que parler de l'Euro et du championnat d'Europe. Donc il y a un passage très intéressant donc là-dessus sur la baisse du taux de suicide pendant les Coupes du Monde et puis les Euros. Bastien Drut était notre invité aujourd'hui sur Initiative Sport pour le livre Les attaquants qui marquent le plus. Attendez, j'ai perdu le titre du livre. Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus. Aux éditions de Beck à retrouver à partir du 15 juin dans vos librairies. Merci chers auditeurs, merci Monsieur Drut d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 13h, 13h30. Bonne journée à l'écoute d'IDFM 98 FM. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France.